Salut les Européens, bienvenue dans Vox Pop. Aujourd'hui, émission spéciale avec Emmanuel Macron, le ministre français de l'économie et de l'industrie. Il a 38 ans et beaucoup d'ambition. D'abord pour lui-même, il vient de créer son mouvement politique, mais aussi pour l'Europe, et c'est ça qui nous intéresse. Vox Pop a enquêté sur un dossier pour lequel il se bat à Strasbourg et à Bruxelles, le dumping chinois sur l'acier. Il est tout à fait possible que l'acier soit transporté de la Chine vers un pays voisin, puis importé vers l'Europe avec une fausse origine. Et là, il y a fraude. Plus de libéralisme, mais avec des règles, dit-il. Plus d'investissement, plus de politique. Emmanuel Macron dit qu'il a une vision pour l'Europe. Aujourd'hui, nous devons, sur un projet, porté par quelques-uns et qu'importe le nombre, bâtir cette volonté de retrouver le rêve européen, une Europe de puissance. Mon boulot, aujourd'hui, qu'il évite la langue de bois. Nous sommes à la gare de l'Est ce 11 avril 2016. Emmanuel Macron se rend à Strasbourg pour défendre la sidérurgie devant les députés européens. Nous avons rendez-vous voie 8. Bonjour. Vous allez vous battre? Toujours, C'est vrai? sur tous les sujets, Vous aimez ça, vous? quand j'y crois. Oui, donc sur la sidérurgie en particulier, oui, bien Ouais. sûr. Ça, c'est un thème de gauche, là, du coup. Non, c'est pas que ça, c'est que c'est un thème, il faut être cohérent. Moi, je crois dans l'économie sociale de marché ouverte. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des règles, on est dans un monde ouvert. Mais il faut que tout le monde respecte les règles. Donc on ne peut pas expliquer aux travailleurs, vous devez vous adapter pour être compétitif, et puis parce que le monde est ouvert, et de l'autre côté, accepter de se faire tailler des croupières par des gens qui reçoivent des aides d'État et font du dumping sur nos marchés, en l'espèce les Chinois. Voilà. Avec la crise et une surproduction de leur sidérurgie, les Chinois exportent leur acier à prix cassé. Les institutions européennes ont beaucoup tardé à réagir à ce dumping. Résultat, la sidérurgie européenne est en grave danger. Typiquement, quelles sont là les conclusions un peu clés? Le ministre français propose de construire un système de protection plus efficace contre ce type d'agression. Dans ce train pour Strasbourg, on croise beaucoup de parlementaires français. Yannick Jadot, député écologiste, est un spécialiste de ces questions industrielles. Bien sûr. C'est un problème français, c'est un problème allemand ou c'est un problème européen? La sidérurgie devrait être un problème européen. Quand on a fait Arcelor, avant de le laisser Mittal s'en emparer de manière assez prédatrice, c'était un projet européen. Et malheureusement, le risque, c'est qu'on fasse la même chose avec la Chine. La Chine ne parle jamais à l'Europe. La Chine parle à la France, elle parle à l'Allemagne, elle parle à l'Espagne. Et à chaque fois qu'elle vient, la Chine, elle dit « Attention, moi je suis prêt à investir des dizaines de milliards dans votre pays, mais il ne faut pas m'emmerder. » Et souvent, on préfère la stratégie de court terme, l'effet d'annonce de projets qui souvent d'ailleurs ne se réalisent pas, que de défendre nos intérêts en commun. Est-ce qu'un jour vous aimeriez être député européen, vous, et venir comme ça à Strasbourg et à Bruxelles? Écoutez, ça n'est pas un objectif en soi pour moi, mais je ne Non. sais pas si c'est pas tant pour venir à Strasbourg ou Bruxelles, même si ce sont deux villes que j'aime beaucoup. Voilà. Oui, mais pour agir, je pense que les Français ils seraient contents de pouvoir voter pour D'accord. vous. Voilà, ouais. Ah bah écoutez, si vous exprimez cet enthousiasme... Ou ne pas voter pour vous. Je retiens que la première partie. Oui, de j'ai la compris. Ouais, proposition. vous êtes positif, vous, hein? Toujours. Souriant. Bah, j'essaie. Bonjour. Dites bonjour aux militaires, ouais. À tout de suite. Avant sa réunion au Parlement européen, le ministre doit rendre visite à une unité décentralisée de son ministère. Une rencontre un peu technique. Nous restons alors dans la cour. D'autres sont aux fenêtres et ne semblent pas apprécier la loi sur le travail, initiée d'ailleurs par M. Macron. Un jeune étudiant est également présent. C'est un fan du ministre et il vient d'adhérer à son nouveau mouvement politique, En Marche. Monsieur Macron, il y a un jeune pour vous là. Déjeuner avec Macron, bonjour. Ah ouais. Enchanté. Essaie de monter une antenne locale sur Strasbourg. Alors on est 14 pour le moment, mais on essaie de fédérer plus large. Mais c'est assez compliqué. Il a du mal, il dit. On a du mal parce que j'essaie de déformer votre image de méchant banquier de Rothschild, des hautes sphères, mais on essaye de recruter du monde quoi. Bah parfait, mais je viendrai si vous voulez. Dites-moi, je viendrai parler aux gens. C'est assez chaud parce que les jeunes en général sont soit de la gauche, soit sont anti-Macron, mais Il y a du boulot alors. Mais c'est ça faire de la politique, c'est convaincre, c'est aller au-delà des idées reçues. Mais celles et ceux qui attaquent sur ce qu'on a pu être à un moment de sa vie sont celles et ceux qui n'ont pas beaucoup d'arguments. Et puis on marche. en marche. À bientôt. Au revoir. Salut, merci beaucoup. Merci en tout cas. Hein. Bah, merci à vous. Bon courage. Oh. Salut. Au revoir.
Au revoir, bonne fin de journée. Hein. Ils veulent pas de la loi travail, vous avez vu? Oui, ça ira bien. Emmanuel Macron s'échappe pour aujourd'hui de la politique française. C'est l'heure de retrouver les députés européens concernés par la crise de l'acier suite à la concurrence déloyale de la Chine. Ah tiens, voilà Édouard Martin, ex-sidérurgiste, aujourd'hui eurodéputé socialiste. Vous avez confiance en lui, M. Martin? Toi, je t'ai vu. Pardon? Vous avez confiance en lui? Mais je le juge aux actes comme tous les autres. Pour l'instant, ça avance pas beaucoup, le dossier sur l'acier. Ouais. Mais lui, il peut faire quelque chose ou c'est... Ah, lui tout seul, non. Non? Lui tout seul, non. Il lui faut quoi? La majorité, 3/5, Ouais. et pour l'instant, elle l'a pas. Et oui, l'actualité de la semaine, c'est que Tata, le sidérurgiste indien, a annoncé qu'il pourrait fermer ses usines au Royaume-Uni. 15 000 emplois sont directement menacés. David Martin, vous connaissez M. Macron? Je ne le connais pas très bien, non. Mais je suis ravi de voir qu'il prend si bien en main le dossier de la sidérurgie. Vous pensez que cette initiative française peut aboutir? Oui, je pense que l'impulsion française au Conseil peut faire toute la différence et effectivement gêner mon compatriote, David Cameron. Car bien sûr, il est très conscient d'être sous pression chez lui de la part des ouvriers de la sidérurgie. Il a été capable de se cacher jusqu'à présent, mais s'il y a un véritable élan de la part des Français et des autres au Conseil, alors cela fera vraiment la différence. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, vous en subissez la violence et la brutalité, les conséquences de la situation actuelle. Nous avons pris des mesures en janvier, environ 20% sur les tarifs de l'acier. Après 9 mois, les États-Unis ont pris des mesures contre l'industrie de l'acier. En 4 mois, 300% des tarifs. Donc nous n'avons aucune crédibilité. Et pour moi, l'ouverture et la protection sont le bon équilibre pour l'Europe. Bon, je cherche des députés opposés au projet de M. Macron, mais visiblement ils sont déjà partis. La discussion va avoir lieu ailleurs, à d'autres niveaux. Comment les autres pays européens se sont battus pour sauver leur sidérurgie? C'est ce qu'on va voir maintenant avec nos correspondants. Si les aciéries de la Sarre souffrent aussi du dumping chinois, elles résistent mieux que celles de Florange, installées à moins de 100 km. Spécialisées dans les aciers automobiles, elles emploient encore près de 15 000 salariés et l'Allemagne reste le leader européen de l'acier avec 40 millions de tonnes produites. Pour défendre son acier, syndicats industriels et pouvoirs politiques ont créé en 2001 la fondation Montan-Stiftung-Sarr. C'est elle qui a bloqué Mittal en 2007 quand il a voulu racheter Dillinger-Houghton juste après Arcelor. Le groupe indien n'a jamais obtenu les 70% de parts nécessaires au contrôle de l'entreprise. Du coup, la Sarr réinvestit une grande partie des bénéfices du secteur dans la recherche et la formation et donne un peu moins à ses actionnaires. L'acier du Royaume-Uni est sous le choc. Fin mars, Tata Steel a annoncé la vente de ses activités qui emploient en Europe 15 000 personnes. Un gros caillou dans le jardin du 10 Downing Street, accusé d'immobilisme face au dumping chinois. En effet, le Premier ministre David Cameron s'oppose à tout renforcement des taxes sur les produits importés, bloquant au passage les réformes de défense commerciales européennes. C'est une pom-pom girl de la Chine, s'est emporté le leader syndical Roy Rickus. Pourtant, en 20 ans, la sidérurgie britannique a largement fondu. Ses capacités de production ont chuté, en passant de 18 à 12 millions de tonnes annuelles. Ses effectifs ont réduit de moitié, passant de plus de 40 000 salariés à moins de 18 000. Et la tendance n'est pas à la reprise. Depuis l'été 2015, 5 000 postes ont été supprimés. À suivre dans Vox Pop, l'interview d'Emmanuel Macron, le ministre français de l'économie. Et tout de suite, qui profite en Europe de l'acier chinois? Sarah Lecoq a enquêté en France et en Belgique. 15 février 2016 à Bruxelles. Image rare, main dans la main, patronat et syndicats du secteur de l'acier manifestent devant la Commission européenne. Ils exhortent l'Union à renforcer ses mesures contre la Chine, qui inonde le marché européen de son acier à des prix imbattables. Pour les défendre, un libéral, le ministre français Emmanuel Macron. Et alors même que cette industrie a beaucoup souffert, qu'on lui a demandé beaucoup d'efforts durant les dernières années, elle est aujourd'hui soumise à une concurrence profondément déloyale.
Alors que l'Europe licencie, les importations chinoises ont augmenté de 40% en 3 ans. Patrick Martinache représente des producteurs français de tubes en acier. Les bateaux chinois traversent effectivement le canal de Suez et terminent en Europe, en Italie, dans les ports d'Anvers et Rotterdam. Depuis 20 ans, la Chine a énormément investi dans l'acier. Mais le ralentissement de son économie l'oblige à écouler son trop-plein d'acier à l'étranger, à des prix cassés par des méthodes déloyales. La Chine arrive à faire des prix, je dirais, qui ne correspondent pas à une valeur normale, parce qu'effectivement, toute leur industrie a été, par différents moyens, incitée à exporter. Ça peut aller du don de terrain pour monter une usine sur des terrains qui sont revenus gratuitement, au financement de sociétés complets par des municipalités ou des régions. Et donc, à travers ces moyens, ils n'ont pas les mêmes coûts que peut avoir une société qui travaille sur un marché libre. Vendre à l'étranger moins cher que chez soi, c'est ce qu'on appelle le dumping. Les producteurs européens déposent des plaintes auprès de la Commission européenne lorsqu'ils tombent sur des cas flagrants. Vous donner un exemple qui nous a choqués, c'est que dans un des derniers dossiers, nous avons eu une facture, alors bien sûr ce n'est pas la généralité, mais nous avons eu une facture de livraison de tubes chinois en Europe à 500 € la tonne, alors que la valeur normale que nous avons calculée était à presque 2000 € la tonne, ce qui fait un taux de dumping de 315%. Après enquête, la Commission européenne a mis en place une taxe anti-dumping sur ce produit. Il existe aujourd'hui près de 37 mesures sur une trentaine d'aciers du monde entier, surtaxés à leur arrivée sur le continent. Comme ici, à Anvers, en Belgique, où débarquent 6 millions de tonnes d'acier chaque année. Michel Van den Bosch est douanier. C'est lui qui chasse les produits litigieux, ceux qui devront être soumis à une taxe anti-dumping, comme ces bobines d'acier par exemple, en provenance, elles, des États-Unis. Un fichier lui permet de détecter les produits ou les entreprises sur liste rouge. Ces fichiers nous renseignent sur la Chine ou un autre pays. Ils nous précisent quelles conditions on doit appliquer à certaines de leurs entreprises et le montant de la taxe anti-dumping, qui varie ici de 17,7% à 39,2%. On va appliquer ce tarif et s'assurer que le bon code anti-dumping a été rentré. Sur le papier, ça marche. Cette courbe montre les importations de tubes d'acier en provenance de Chine, en forte hausse jusqu'en 2007. Or, dès la mise en place de la taxe anti-dumping, ces importations sont divisées par 8. Mais dans les faits, certains trichent. Pour éviter les taxes, des importateurs changent la référence du produit ou masquent son pays d'origine. La Chine est entourée de nombreux pays. Il est tout à fait possible que l'acier soit transporté de la Chine vers un pays voisin, puis importé vers l'Europe avec une fausse origine. Et là, il y a fraude. Fraude et parfois double jeu. Les géants de l'acier européens se fourniraient aussi en Chine, discrètement. C'est le cas de Tata Steel ou d'ArcelorMittal, 2 multinationales aux capitaux indiens. Florange en Lorraine. Depuis 13 ans, la région subit de plein fouet la crise de l'acier. Lionel Buriello fait partie de la CGT ArcelorMittal. Donc 15 jours après la manifestation à Bruxelles qui a mobilisé en fait 400 salariés de la société, je reçois par MMS en fait une photo de bobines chinoises qui était stockée dans une halle d'une filiale 100% ArcelorMittal. 1200 tonnes d'acier chinois ont transité dans cette halle appartenant au groupe. Interpellée, la direction se défend. Ces bobines ont été stockées pour le compte d'une entreprise qui n'a aucun lien avec le groupe ArcelorMittal. Là, on parlait uniquement de transit, mais peut-être que cet acier est peut-être commercialisé pour certains de nos clients. Il est peut-être reconditionné, c'est-à-dire qu'il arrive chinois et reconditionné ArcelorMittal. En effet, le même jour, Arcelor reconnaît avoir acheté directement de l'acier chinois, mais uniquement au premier semestre 2015. Faux, répond la CGT, qui poursuit son enquête. Alors après avoir pris contact avec certains de nos amis, on se rend compte que ces pratiques ne sont plus ponctuelles, mais sont récurrentes en fait, parce qu'ils nous disent très clairement que ce sont des pratiques qui sont orchestrées depuis 3 ans. Preuve à l'appui, des photos, toujours pareil, donc prises dans ces halles logistiques, donc de produits
chinois, avec l'étiquette chinois. Pourquoi ArcelorMittal a-t-il acheté de l'acier chinois qu'il pourfend par ailleurs? Nous avons posé la question au PDG France du groupe. Il nous arrivait, lorsque le groupe n'était pas capable de nous fournir une nuance d'acier en particulier, d'acheter ailleurs, que ce soit en Europe, ou d'acheter en Chine, ou d'acheter en Corée, et nous essayons de servir le marché. Et pourtant, vous avez dit on arrête tout. Pourquoi? Je pense que c'est une réaction à une pression médiatique qui ne tient pas forcément compte des réalités du business, et voilà. Servir le marché et se servir au passage. ArcelorMittal aurait fait des marges confortables sur cet acier chinois. Entre l'importation et la commercialisation de cet acier chinois, il y a une ligne de revêtement organique, c'est-à-dire de peinture ou de lac. Donc on augmente la valeur ajoutée en fait, du produit, qu'il touche, pour aussi la petite information, 25% moins cher que s'il le produisait ici, en tous les cas, sur le sol européen. Débordée par l'acier chinois, l'industrie britannique est moribonde. Le plus gros employeur, Tata Steel, 15 000 salariés, vient d'annoncer la vente de ses activités. Édouard Martin, ancien sidérurgiste, juge les États membres trop conciliants à l'égard de la Chine, parfois même complices. On voit que la Grande-Bretagne est, pour l'instant, la plus grande victime de cette concurrence chinoise, et c'est elle qui bloque la modernisation des outils de défense commerciale. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas plus de taxes contre la Chine? Non, elle veut pas. Elle veut pas, c'est pas dans leur gène, c'est très dogmatique. Et en plus, les Chinois investissent beaucoup en Angleterre. Et je pense que politiquement, Cameron ne veut pas les fâcher, puisque les Chinois sont très prompts à prendre des mesures de rétorsion. Alors que l'Europe durcit le ton sur le dumping chinois, Pékin vient de répliquer. La Chine menace de surtaxer l'acier européen jusqu'à 46%. Sur le dossier de l'acier, comme sur d'autres, l'Europe avance en ordre dispersé. Mon invité ici au Parlement européen est jeune, beau et ambitieux. Il pense que les sociétés sont bloquées. Monsieur Macron, alors ici au Parlement, vous essayez de renouer avec une vieille tradition. L'Europe, elle est née sur le charbon et l'acier. Oui. Et en fait, tous les pays européens se sont divisés autour de cette question. Et aujourd'hui, ils sont en train de le payer, puisque à la fois les Indiens ont investi la sidérurgie européenne et les Chinois sont en train de la torpiller, c'est ça? Alors l'Europe, elle s'est construite sur l'acier. Elle a eu à gérer dans les années 80, les années 90, une transition qui a été très dure à gérer. Hein. Oui. Et là, on est dans une situation qui est pour moi une situation économique et politique majeure. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup à la fois notre relation à l'Europe et à l'économie de marché à travers cette affaire. Pourquoi? La sidérurgie, elle est présente dans des terres industrielles européennes, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, historiques. Depuis des décennies, on a demandé à des femmes et des hommes, beaucoup des hommes, de faire des efforts. On leur a dit, là vous n'êtes plus productifs, on n'a pas assez modernisé, donc on va devoir fermer. À d'autres, on a dit, il faut vous réorganiser, il va falloir travailler plus, différemment, plus de flexibilité, on les a reformés. Il y a eu beaucoup de tensions. Pourquoi? Pour être compétitif dans un monde ouvert et avoir une sidérurgie européenne. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe? Nous sommes face à une politique qui ne respecte pas les règles du marché, qui est la politique d'acteurs chinois, qui viennent déverser leur surplus sur le marché européen en baissant les prix. Mais la Chine profite de notre faiblesse, de notre division. Non, alors on va y venir sur le déroulé, mais la mondialisation, elle a des règles. Il y a des règles de la liberté, y compris en matière économique. Et donc celui qui ne respecte pas les règles du jeu, on doit le contraindre, on doit le sanctionner. C'est ça les règles anti-dumping. Donc là, l'Europe qui dit à ses concitoyens, on doit réussir ensemble dans la mondialisation, elle doit protéger. Maintenant, il y a un pays comme la Grande-Bretagne qui ne veut pas aller dans ce sens-là. Jusqu'à présent, ils se disent, on veut garder les investissements chinois. Les Chinois investissent beaucoup plus aujourd'hui en Grande-Bretagne qu'en France. En novembre dernier, j'ai lancé l'initiative. On a mobilisé 11 autres États membres pour signer une lettre commune. On a envoyé à la présidence de l'Union et que nous avons envoyé à la Commission, en disant quoi? On doit réagir vite. Les Britanniques l'ont signé. Donc nous avons construit un accord. Non mais c'est très important. Ils l'ont signé. La Commission avait proposé un plan de modernisation de nos outils politiques commerciales.
il est bloqué depuis la fin 2014 parce qu'il n'y a pas d'accord entre les États membres. Et si nous ne pourrons y arriver que si nous ne sommes pas divisés, aujourd'hui, l'entreprise Tata menace de fermer en Grande-Bretagne 15 000 emplois, elle va revendre. 45 000 emplois induits, donc 400 en France d'ailleurs. Et le gouvernement Cameron il dit c'est du business. Ça n'est pas vrai. Pour l'instant, c'est ça qui est sorti pour l'instant. Mais je vais vous dire sur la Grande-Bretagne deux choses. D'abord, ça n'est pas du business. C'est ça qu'ils disent. Quand des entreprises ne respectent pas le jeu du commerce mondial, parce qu'elles sont aidées par un gouvernement, qu'elles baissent les prix justement parce qu'il y a une... Mais Cameron dit on a besoin ça n'est pas la règle, ça n'est pas la loi du marché. Vous n'êtes pas d'accord avec lui. Mais la deuxième chose que je veux dire, c'est que j'entends dans le débat britannique certains qui disent on serait plus efficace si on sortait de l'Europe. Moi, je veux être très clair avec ceux qui disent ça. Si vous sortez de l'Europe, c'est un très bon cas. Vous ne pouvez plus résister aux Chinois. Parce qu'à ce moment-là, en effet, les Chinois sont un tel marché pour vous, ou un tel acteur industriel pour vous, que vous n'avez plus aucun moyen de résister. Et même s'ils ne respectent pas les règles, vous vous faites écraser. La Grande-Bretagne doit comprendre qu'elle a une force aujourd'hui inédite. Elle est dans l'Union européenne. Et nous aussi. Et qu'est-ce que c'est cette force? C'est que notre marché domestique, c'est un marché à 28 États membres. Ça n'est pas la France toute seule, ça n'est pas l'Allemagne toute seule, ça n'est pas la Grande-Bretagne toute seule. Si dans nos têtes, nous continuons à agir comme si nous étions 28 marchés, alors nous nions dans les faits ce qu'est l'Union européenne. Et en quelque sorte, nous décidons de ne pas être efficaces. Moi, je dis à celles et ceux qui aujourd'hui sont confrontés à ça, mais aussi à nos travailleurs, soyons européens jusqu'au bout. La Grande-Bretagne, elle est dans l'Europe. Elle doit avoir la même stratégie que les autres. Nous avons la taille du marché domestique qui permet d'être crédible, et nous avons la politique commerciale qui permet de refuser, qui permet d'être dur face aux Chinois. Je dis simplement, si on décide, en quelque sorte, d'avoir une stratégie non coopérative, de jouer cavalier seul, pour pouvoir tirer ses intérêts justement du marché chinois en pensant tailler des croupières aux autres, on fait une erreur stratégique majeure. Vous savez, on a fait un test en grandeur nature il y a quelques années sur le photovoltaïque. On n'a pas été fichus de se mettre d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. Les Chinois ont éradiqué l'industrie du photovoltaïque en Europe. Aujourd'hui, on fait de la valeur ajoutée sur le photovoltaïque. Mais tout panneau photovoltaïque qu'on utilise, il est produit en Chine. On a réussi. Moi, je ne veux pas ça demain pour la sidérurgie européenne. Emmanuel Macron, on a l'impression que l'Europe, c'est des bons sentiments et qu'on n'arrive pas à décider, qu'on est mou, en fait, par rapport à d'autres pays qui sont plus puissants, qui sont forts, je dirais, pas peu puissants économiquement, cette perception mais que vous avez faibles vous exprimez là, dans la décision. Mais je ne pense pas que... Je dirais les choses un peu différemment. Vous avez raison quand vous êtes face à des pays unifiés, des pays continents, la Chine ou les États-Unis. Notre problème, c'est le coût de coordination. Pas ce que j'appellerais de la mollesse, c'est de la complexité à gérer. Oui. C'est de la complexité à gérer. Ça se termine avec de l'indécision. Non, mais la clé de tout ça, c'est quoi? C'est de continuer à construire une intégration volontariste où, de manière transparente, démocratique, sur les sujets clés, on arrive à se mettre d'accord et à construire les instruments pour faire ensemble. On l'a très bien fait sur la politique monétaire. C'est imparfait sur la politique budgétaire et économique, mais on a avancé. Est-ce qu'il ne faut pas resserrer l'Europe? Les Italiens disent qu'il faut resserrer l'Europe, il faut regrouper l'Europe autour des 6 fondateurs. Écoutez, qu'ont fait les pères fondateurs? Oui, mais ils ont fait la paix, c'est fait. Non, ils ont construit sur une paix qui était encore incertaine, une volonté d'action commune à quelques-uns, et elle a créé une telle force centripète que les autres se sont agrégés. Aujourd'hui, nous sommes dans la peur, en quelque sorte, de déséquilibrer telle ou telle partie de l'Europe. Qu'est-ce qui se passe? Bilan des courses. On parle de Grexit, de Brexit, et donc les forces centrifuges reprennent le dessus. Aujourd'hui, nous devons, sur un projet, porté par quelques-uns et qu'importe le nombre, bâtir cette volonté de retrouver le rêve européen, une Europe de puissance. Sur les sujets économiques, les sujets financiers, fiscaux, numériques, énergétiques, militaires et diplomatiques. Je pense que le cœur d'Europe est là. Vous avez oublié le social, hein? Et je pense que sur le social, ça va avec la vision que nous avons de l'Europe économique et monétaire. Je l'ai dit à plusieurs reprises, elle doit se bâtir sur une capacité budgétaire commune, dont d'ailleurs les capacités d'avoir une allocation chômage commune. Ça se fera dans le temps. Mais si je vous mets le social, les divergences sont encore plus fortes que sur les autres sujets, je prends encore 10 ans. Le social doit faire partie de cet agenda, mais on a un agenda crédible à 5-10 ans. Mais construisons-le maintenant pour qu'il fasse partie du débat démocratique que dans plusieurs pays, la France, l'Allemagne, au premier chef, auront en 2017. Je pense que l'Europe, c'est un impératif d'action aujourd'hui. Ça ne doit pas être une belle idée. Vous venez de créer votre mouvement politique, En Marche. Vous dites, je suis ni de droite ni de gauche. Enfin, le mouvement n'est ni de droite ni de gauche. Il est et de droite et de gauche, si vous préférez. Est-ce que vous dites que vous êtes de gauche? Je dis que moi, je viens de la gauche, c'est mon histoire, c'est mon engagement. Mais vous n'êtes pas de gauche.
venez de la gauche. Je viens de la gauche, je suis de gauche. On est toujours assis quelque part. Oui. Mais quand on veut se mettre en mouvement... En marche, vous pourriez aller à droite alors? Non, ce que je suis en train de dire, c'est que ce que nous devons faire, c'est construire une action commune pour le pays. Moi, j'ai observé dans la loi que j'ai portée qu'une partie des choses que je proposais, qui étaient à mes yeux authentiquement de gauche, elles donnaient des libertés d'accès, elles ouvraient notre économie, étaient considérées par d'autres personnes de gauche comme ne l'étant pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la promesse qu'on leur avait faite. La gauche s'était déportée en quelque sorte. Et des personnes de droite qui me disaient, à titre personnel, je pourrais la voter, ne voulaient pas faire ce chemin en disant les accords électoraux, la logique de mon parti ne me permet pas de le faire. Je dis simplement qu'aujourd'hui, la droite et la gauche, c'est en quelque sorte séparé par une ligne Maginot qui est devenue obsolète. À mes yeux, le vrai clivage dans notre pays, comme dans beaucoup de sociétés européennes, il est entre les progressistes et les conservateurs. C'est ce clivage que je veux rebâtir maintenant. Et je ne veux pas attendre 2017. Le candidat de gauche ou de droite qui arrivera premier ou deuxième du premier tour, qui aura vraisemblablement, si j'en crois les sondages aujourd'hui, affaire au Front National, dira « je dois reconstruire ». Et il ira chercher les bonnes volontés dans un rafistolage final. Ça, c'est insupportable pour les gens, parce que c'est ce qui renforce chaque jour le Front National, qui leur dit « vous voyez bien, ces gens-là vous mentent ». Moi, je ne mens pas aux gens. Je dis ce que je pense. Je le dis depuis le début. Moi, je suis de gauche, c'est mon histoire. Mais la gauche, aujourd'hui, ne me satisfait pas. Je veux pouvoir construire une action commune avec toutes les bonnes volontés qui croient à ce progressisme pour le pays. Vous voyez souvent votre homologue, Sigmar Gabriel, allemand, Oui. ministre SPD de Mme Merkel, qui elle est CDU, donc il y a la droite et la gauche au pouvoir. Vous rêvez de ça? On n'a rien à apprendre On a à des apprendre Allemands, de cette capacité à construire du consensus dans le dialogue. Ouais. Et ça, j'en parle souvent, entre autres, avec Sigmar Gabriel. Mais on ne peut pas répliquer leur mode de fonctionnement parce que nos institutions sont autres. D'accord. Moi, je vais vous laisser quelques instants dans le cadre. Là, vous regardez cette caméra et vous parlez aux Européens. Très bien. Alors, bonjour à toutes et tous. Je pense que nous sommes dans une période qui est critique pour l'Europe, qui est vitale, qui consiste à savoir si nous avons encore de l'ambition pour notre histoire collective. Moi, j'y crois très profondément. Il y a eu la génération des fondateurs de l'Europe. Il y a eu la génération des gestionnaires. Notre génération, elle est face à un dilemme. Soit d'être les fossoyeurs de l'Europe, si elle veut continuer à gérer comme cela, soit de la refonder. Moi, ce que j'attends de vous tous, c'est qu'on puisse la refonder dans le débat, dans la transparence, dans l'initiative, et c'est maintenant. Croire en l'Europe aujourd'hui, c'est difficile. Mais on fait des efforts. Vox Pop, c'est terminé pour aujourd'hui, mais ça continue sur Internet. Vous retrouvez des contenus nouveaux. Allez voir, c'est intéressant. Je vous embrasse les 507 millions d'Européens et d'Européennes. Et puis aujourd'hui, je vais embrasser les Chinois. Alors ils sont 1,372 milliard. Il y a du boulot, mais j'essaye. À bientôt.